Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation. Donc, je me présente à vous comme présidente de l'association Rendre le soin aux soignants, qui a rédigé, donc c'est ce livre-là, qui est un livre collectif qui a été rédigé entre la première et la deuxième vague de la Covid-19. Donc ça a été jalonné aussi de faits qui sont le Ségur de la santé, entre autres, et également la remise de médailles auprès de soignants et par ailleurs de représailles d'autres soignants qui avaient dénoncé le manque de matériel. Vous devez vous souvenir de cette situation, alors même que voilà, c'était connu mondialement, qu'il manquait des blouses, des masques, etc. Et donc il n'y avait pas non plus démérité de leur travail durant la Covid, mais qui ont subi des représailles au niveau de leur établissement de santé. La seconde vague également, parce que pareil, il y avait eu aussi un manque de préparation alors que nous avions déjà eu la première vague auparavant. Donc tous ces témoignages de soignants qui représentent des métiers aussi bien du sanitaire, du médico-social et du social, des métiers d'aide-soignant, brancardier, de médecins, évidemment, urgentistes, gériatres, chirurgiens, etc., d'infirmiers, mais aussi des métiers aussi comme assistante sociale, trésorier comptable, directeur d'hôpitaux, mais également des métiers comme de l'exclusion ou du handicap sont aussi représentés dans ce livre. Alors ce sont des témoignages qui sont corsetés par un regard métier, donc ce sont des regards croisés de métier, et donc chacun aura apporté déjà leur témoignage sur la situation antérieure à la Covid, ce qu'ils ont vécu durant la Covid, mais également leurs propositions pour améliorer leurs conditions de travail. Que je peux vous dire aussi, c'est que ce livre en fait expose 3 exhortations. La première, c'est ouvrir un chapitre sur la justice sociale, et très vite. Le deuxième, apporter la confiance auprès des soignants, et ensuite changer d'état d'esprit, surtout pour les pouvoirs publics et leur administration. Concernant le débat d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'est mis en place la T2A dans notre pays, les effets pervers de la T2A, et puis esquisser quelques pistes de solutions. Alors à l'hôpital et en clinique, 50 pays usent de manière variable de l'approche conçue aux États-Unis dans les années 70. Il s'agissait de construire une fonction de production des activités hospitalières en les regroupant selon des règles algorithmiques et des calculs de coûts. L'application française donc dite T2A, donc tarification à l'activité, installée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2004 et durcie en 2008 à de graves défauts, qui ont été d'ailleurs, comme l'a indiqué Christiane, présenté dans un bouquin qui s'appelle Tarification hospitalière à l'activité par Jean-Marie Fessler et Monsieur Fruitiguère, qui est paru en 2003, donc qui avait déjà alerté sur les effets pervers de la T2A. Ce bouquin avait été présenté massivement aux parlementaires et aux politiques, qui n'ont malheureusement pas suivi en fin de compte l'alerte de ces personnes. Comme toujours en fait dans ce pays, il peut y avoir beaucoup de témoignages, beaucoup de lectures, de rapports, d'alertes, et jamais les politiques ne suivent en fin de compte les alertes des métiers et des gens de métier et du terrain. Il est d'ailleurs fou qu'en 2004, la T2A a été qualifiée, la première année de sa mise en place, d'outils fabuleux qui auraient sauvé l'hôpital, et que les professionnels, autant du public et du privé, appellent de tous leurs vœux. Les incitations des économistes sont claires: multiplier les séjours, faire en sorte qu'ils soient les moins longs et lourds possibles. Évidemment, les soins de suite et de réadaptation en aval ont subi les conséquences. Depuis 2004, la tarification à l'activité T2A porte sur le financement de séjours d'hospitalisation et des séances, donc chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie ambulatoire, dialyse. Sur chaque continent et depuis 50 ans, les pays qui en ont les moyens essaient de relier les données médicales et les données économiques. En France, les nombreux groupes homogènes de malades présentent des hétérogénéités variables, et les tarifs nationaux uniformes, massivement calculés au prorata de la durée de séjour, sont imposés en cours d'année par arrêté ministériel, souvent en mars. Ailleurs, ils servent de référence de négociation. La T2A, la française, du royaume de quelques-uns, hors contrôle. Même la Cour des comptes n'a pas été entendue, et moins encore le conseil scientifique PMSI, qui est le programme de médicalisation de systèmes d'information,
supprimé en 97, donc ça en dit long sur la démocratie sanitaire. Les institutions n'ont rien accepté de corriger des forçages gaussiens, de la sur- ou sous-valorisation automatique de certaines disciplines. Beaucoup parmi le personnel médical ont déjà déploré les effets pervers de la T2A qui ont obligé le médecin, en appliquant ces règles, à modéliser ses patients. Dans leur modèle actuel, les forfaits par groupe homogène de malades ne saisissent en rien l'hétérogénéité, ni entre les établissements, ni entre les patients. Le forfait actuel n'évite donc pas les effets néfastes de la sélection de patients ou de la diminution du niveau de qualité des soins. Ce système peut fonctionner pour des activités programmées et standardisées, pas pour des pathologies chroniques ou la médecine complexe et aiguë. Les offreurs de soins qui sont mis en concurrence sur ce qu'on appelle un marché essaient de capter le maximum de l'enveloppe budgétaire dédiée pour chaque spécialité en jouant sur deux paramètres. La première, augmenter leur activité. Le second, diminuer les dépenses unitaires de prise en charge des patients, donc le coût logistique, la restauration, la blanchisserie, mais pas que, les ressources humaines, donc avec les baisses d'effectifs, la fermeture de lits, vous connaissez d'ailleurs toute la palette du coup des restrictions budgétaires. L'autre effet pervers est que l'augmentation trop forte de l'activité n'est pas sans conséquence. Rappelons que le système est régulé d'une année sur l'autre par le mécanisme prix-quantité. Si l'activité constatée une année N est plus importante que prévu, et si l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM, est dépassé, les tarifs des groupes homogènes sont revus à la baisse pour rester dans l'enveloppe budgétaire et fixée. Ainsi, plus les hôpitaux sont performants, plus ils s'appauvrissent collectivement. Donc à partir du moment où, quand on avait une somme de 100 € et qu'il y avait 10 hôpitaux qui travaillaient bien, donc ils se partageaient 10 € chacun, mais quand il y a 1000 hôpitaux pour la même somme de 100 € qui travaillent bien, c'est les 100 € qui sont divisés sur les 1000 hôpitaux. La T2A repose donc sur un mensonge politique. Si les activités augmentent, les ressources aussi. Ça rappelle un slogan, travailler plus et gagner plus. En réalité, sous l'ONDAM, si les activités hospitalières de l'année N augmentent, les tarifs de N+1 baisseront. Telle est la régulation prix-volume. Ainsi, les soignants s'épuisent-ils dans une course folle pour gagner un horizon qui, tel un mirage, s'éloigne au fur et à mesure qu'ils avancent. Comment peut-on ensuite doctement reprocher aux hospitaliers de négliger la coopération, l'interhospitalier, la prévention, la santé publique, la nécessaire maîtrise des dépenses alors que la T2A pousse à la production d'actes? Toujours est-il que l'administration hospitalière met dos à dos les disciplines dites rentables et celles qui ne le seraient pas, à stigmatiser les médecins qui, selon elle, seraient contre-productifs et de facto responsables du déficit de l'hôpital. Les services de chirurgie et de ceux de médecine entrent souvent par la force des choses et à l'usure dans le jeu de l'administration qui compare le chiffre d'affaires de toutes les disciplines. De fait, les services de médecine ont été contraints de sélectionner, entre guillemets, un cheptel de patients qu'ils ont fini par chronociser. Or, chronociser des patients chroniques, c'est un comble ou un must selon d'où l'on observe. Les mêmes patients reviennent cycliquement afin d'occuper les lits et d'éviter que les indésirables bed bloqueurs, les bloqueurs de lits, ne squattent les services et ne bloquent ainsi le taux d'occupation de ces lits et la durée moyenne de séjour qui sont challengés chaque jour. Tout cela peut expliquer en partie la longue liste d'attente des prises de rendez-vous, de consultations, donc des soins. Et progressivement, l'état des patients se dégrade et ils entrent à l'hôpital par la porte des urgences. Et s'entêtent dans les lits dits couloirs, faute de lits dans les services d'hospitalisation perpétuellement occupés par l'effet mécanique de l'hospitalisation programmée. Il en est de même pour la psychiatrie, où les patients aigus se retrouvent aux urgences, eux aussi, toujours faute de lit dans leur secteur. Tous ces patients patientent donc ainsi dans des conditions détestables, maintes fois décrites par les soignants, qui subissent des situations pénibles jusqu'à ce qu'un lit se libère, ou quand un médecin de service d'hospitalisation vient lui-même faire ses courses et choisir les patients les plus rentables en matière de délai de séjour et d'actes. Ou de manière anecdotique, jusqu'à ce que le patient de psychiatrie fugue dans un bref moment d'inattention de la part du personnel, ce qui soulage parfois, mais sans qu'il l'avoue, les soignants qui préfèrent sa situation à devoir, dans les couloirs contentionnés les plus agités et sans réel moyen adapté, ne serait-ce que pour respecter leur intimité et leur dignité et les protéger des regards des autres patients, aussi mal en point qu'eux, qui sont soumis au spectacle douloureux de la souffrance mentale. L'hôpital, historiquement lieu de refuge, est devenu celui de la traque des bed bloqueurs. Le chef de service est transformé en gardien de lit qui veille au grain, de sorte que le patient ne restera pas un jour de plus et le polypathologique aigu ne mettra pas un pied dans son service.
quitte à ce qu'ils passent la nuit dans les lits couloirs des urgences. Pour le patient aigu, qu'ils ouvrent des services gériatriques aigus, voire très aigus, avec toute la palette de dégradation possible. L'hôpital s'est ainsi construit dans le temps comme un jeu de Lego, et même de Lego et l'apostrophe, chacun veillant en priorité à la performance de son propre service de soins ou à la création de services d'appoint, tels la gériatrie aiguë très aiguë, où le patient non rentable pourrait séjourner sans perturber l'activité des collègues vertueux. Au chapitre de l'entrée dans l'ère numérique, et sur 40 ans, la séquence de prix de journée éclatée, dotation globale de financement, PMSI, T2A aura été régressive. Elle aura été conforme à l'autoritarisme de ceux qui dénient toute légitimité aux hospitaliers du terrain, autre que la saisie de data. Et aujourd'hui, on continue avec la future pseudo-tarification à la qualité. Cela revient à accepter qu'il y aurait de la non-qualité dans les soins, alors que la qualité est intrinsèque aux soins. Alors que faire ? Tenir compte des faits, de l'expérience, bien sûr, des différences, travailler sérieusement de manière ouverte, modifier l'état d'esprit en arrêtant de soupçonner en permanence les hospitaliers de faire n'importe quoi et d'être dépensiers. Il y a bien des solutions techniques permettant de doter correctement les établissements en prenant en compte les réalités de leur activité, en forfaitisant ce qui doit l'être, sans continuer dans la voie du pilotage automatique qui dépossède les hospitaliers, les organisations syndicales, les élus politiques locaux, les patients eux-mêmes de toute voix au chapitre. Alors même que par nos cotisations salariales et patronales, nous finançons de manière solidaire notre santé globale. Il est nécessaire que les pouvoirs publics et leur administration entendent que la santé n'est pas une politique, mais un projet de société qui passe par un dialogue véritablement démocratique et permanent, qui donnerait à terme à rendre le soin aux soignants pour mieux veiller à la santé de toutes et tous. Je vous remercie.